signature de l'accord de paix entre belligérants sud-soudanais, le président Salva Kiir et son opposant Riek Machar passeront officiellement à l'acte lors d'un sommet en Éthiopie le 12 septembre. En Égypte, l'ONU a dénoncé ce dimanche la confirmation en appel de la condamnation à mort de 75 personnes, dont des chefs islamistes. L'organisation onusienne a par ailleurs appelé à revoir le verdict qu'elle qualifie d'injuste. En Angola, c'est fait. L'ancien président José Eduardo Santos fait ses adieux à la vie politique, cédant les rênes du mouvement populaire de libération de l'Angola à José Lorenzo. Lundi 10 septembre, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'ONU a dénoncé ce dimanche la confirmation en appel par la justice égyptienne de la condamnation à mort de 75 personnes, dont des chefs islamistes. L'Organisation des Nations Unies a par ailleurs appelé à revoir le verdict qu'elle qualifie d'injuste. Les précisions, c'est à travers cet élément. La justice égyptienne a confirmé en appel la condamnation à la peine capitale de 75 personnes. Un verdict qui n'est pas du goût des Nations Unies, qui dénonce une injustice et le non-respect des principes internationaux de justice par l'Égypte. L'organisation appelle donc le pays à revoir la sentence. Parmi les 75 condamnés à mort, des dirigeants des frères musulmans. Il s'agit là d'un des plus grands procès de masse depuis la révolte ayant secoué l'Égypte en 2011. 47 autres personnes ont été condamnées à la perpétuité, 374 à 15 années de prison, 22 mineurs à 10 ans de prison et 215 ont été condamnés à 5 années de prison. Elles peuvent toutefois encore faire appel. En tout, 739 personnes étaient jugées ce samedi, accusées pour la plupart d'avoir tué des policiers ou d'avoir vandalisé des biens publics en août 2013 lors d'émeutes au Caire. Après l'éviction en juillet 2013 par l'armée de Mohamed Morsi, membre des frères musulmans et premier président élu démocratiquement en Égypte, le pays avait connu plusieurs mois de violence durant lesquels les forces de sécurité ont réprimé dans le sang les rassemblements de ses partisans. Signature de l'accord de paix entre belligérants sud-soudanais, le président Salva Kiir et son opposant Riek Machar passeront officiellement à l'acte lors d'un sommet prévu en Éthiopie. C'est bien sûr le 12 septembre prochain. Cet accord qui doit mettre fin à la guerre civile ensanglantant le Soudan du Sud depuis 5 ans a été négocié pendant des semaines entre les différentes parties prenantes lors de discussions à Khartoum. C'est à Addis Abeba qu'aura lieu la signature de l'accord. Ce sera lors d'un sommet réunissant des dirigeants d'Afrique de l'Est. D'intenses discussions ont eu lieu entre les dirigeants de l'IGAD à Pékin. C'est alors qu'il a été décidé d'organiser un sommet le 12 septembre à Addis Abeba. L'IGAD regroupe 8 pays, dont le Soudan, et a lancé la dernière initiative en date censée mettre fin au conflit sud-soudanais. Le conflit au Soudan du Sud a fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire majeure. Plusieurs autres accords ont déjà été signés, dont un cessez-le-feu permanent et un texte prévoyant le partage du pouvoir. Il prévoit entre autres le retour de Riek Machar, exilé depuis août 2016, pour occuper le poste de premier vice-président dans un gouvernement d'union nationale. Notons que plusieurs accords de paix ont auparavant été signés entre ces deux dirigeants, mais aucun n'a tenu dans la durée. Nous étions le samedi, alors que commençait le congrès extraordinaire du parti au pouvoir à Luanda. L'ancien président José Eduardo Santos fait ses adieux à la vie politique, cédant du coup les rênes à José Lorenzo, l'ancien, aujourd'hui homophobe du moins de l'Angola. C'était donc au cours du congrès du MPLA, le parti au pouvoir en Angola. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a fait samedi son départ de la vie politique angolaise. Il aura été aux commandes pendant près de 40 ans. À présent, c'est au président João Lourenço de prendre les rênes du parti au pouvoir. Ces adieux ont été faits lors de l'ouverture du congrès extraordinaire du MPLA.
Ça marque une transition, en effet, dans la dimension du pays et dans la dimension du parti MPLA. Je souhaite que les débats que les cadres du MPLA auront à faire ici au Congrès soient fructueux, puisqu'il y a une responsabilité politique et une responsabilité sociale. Ce passage officiel de témoin vient conclure une année politique tumultueuse. En choisissant pour dauphin un cacique de son régime, Dos Santos pensait pouvoir couler une retraite paisible. Mais à la surprise générale, celui qui était présenté comme le docile João Lourenço s'est vite affranchi de l'autorité de son prédécesseur en s'attaquant de front à son empire. En 5 semaines, l'épidémie de la fièvre à virus Ebola a fait 89 décès dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires ont estimé samedi à Kinshasa que l'évolution de la maladie était maîtrisée dans l'épicentre. La 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais depuis l'apparition du virus en 1976 est survenue dans une zone de grande insécurité en raison de la présence de dizaines de groupes armés. Alors que la fin de la précédente épidémie avait été décrétée le 24 juillet dans la province de l'Équateur avec un bilan de 33 morts, celle en cours a, en 5 semaines seulement, engendré le décès de 89 personnes. Samedi, le ministre de la Santé, au cours d'une conférence de presse, a fait le point de la situation. Dans la zone de santé de Mabalako, où il y a eu le plus de cas au début de l'épidémie, plus aucun cas n'a été signalé depuis le 13 août. Même à Butembo, la situation n'est pas critique. À ce jour, 129 cas sont déclarés, dont 31 probables et 98 confirmés, 89 décès et 33 patients qui ont été guéris. L'autorité en déduit que la situation est maîtrisée au niveau de l'épicentre. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, chercheur congolais et pionnier de la lutte contre Ebola, a appelé néanmoins tous les Congolais à la vigilance afin d'alerter les autorités sanitaires sur des cas suspects. En Grèce, des manifestants et policiers se sont affrontés lors d'une manifestation à Thessalonique ce samedi. Les manifestants protestaient contre un projet d'accord sur le nom de la Macédoine. Des milliers de manifestants à Thessalonique pour protester contre un projet d'accord sur le nom de la Macédoine et contre la politique économique du gouvernement grec. Plus de 7000 personnes ont pris part dans la ville à des manifestations distinctes pour marquer leur opposition à un accord récent destiné à mettre fin à une querelle vieille d'un quart de siècle sur le nom de la Macédoine voisine. La manifestation a tourné à des violences entre les protestataires et la police déployée sur les lieux pour cadrer les manifestants. La police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes vers un groupe de manifestants qui leur lançaient à leur tour des fusées et des pierres. L'incident est survenu peu de temps avant un discours du Premier ministre grec Alexis Tsipras. Le discours devait porter sur les nouvelles orientations économiques du gouvernement. Les Macédoniens sont appelés à s'exprimer le 30 septembre prochain sur le changement du nom de la Macédoine en République de Macédoine du Nord après un accord avec la Grèce le 17 juin pour rebaptiser l'ancienne République yougoslave. C'est l'instant sport. On retrouve Johannes Toano. Johannes Toano, bonjour. Bonjour. La prison au Bénin regorge désormais d'une équipe nationale à la limite. Toutes les personnes, aussi bien les joueurs, les encadreurs que les médecins se retrouvent désormais en prison dans ce qu'il faut qualifier de cadet gate. Tout à fait, Kodiovi Ametonou, c'est à travers une communication officielle du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou que nous avons le point au total sur les 22 personnes présentées. 21 ont été poursuivies des chefs d'infraction de faux et usage de faux, certificats et complicité. Un jeune mineur n'a pas fait l'objet de poursuites. La répartition se présente comme suit. 11 joueurs poursuivis avec mandat de dépôt, ils sont donc en prison. 8 membres de la fédération du staff technique poursuivis, dont 7 avec mandat de dépôt.
et Madame Boko Vicencia, radiologue, ayant procédé à la contre-expertise, et son employé Hongay Désiré sont poursuivis sans mandat de dépôt. Le procès est lui prévu pour se tenir devant la première chambre des flagrants délits le 23 octobre 2018. Donc en attendant, toutes ces personnes-là sont au bagne, sont au frais, sauf le professeur Boko et son employé, et juste un membre de l'encadrement technique. On sait aussi que le ministre des Sports a fait une communication officielle, a dégagé la responsabilité, sa responsabilité, donc la responsabilité du gouvernement qu'il représentait, et réaffirmé l'assurance du chef de l'État de faire la lumière sur cette affaire et prévenu, et pourquoi pas menacé, quelques personnes. Alors, lorsque le ministre des Sports estime qu'il s'est indigné, que le gouvernement également s'est indigné, alors que lui-même a avoué au cours de cette sortie médiatique qu'il avait des soupçons de plus en plus pressants au niveau donc de ses cadets, c'est pour ça qu'il a demandé le contre-expertise. Est-ce que vous pensez effectivement que le gouvernement peut se dédouaner ? Je trouve que c'est une communication officielle, donc qu'il faille quand même dégager un peu sa responsabilité, mais quand on rentre au fond du dossier, il y a forcément des éléments qui font que la responsabilité du gouvernement et donc du ministre en charge des sports peut être engagée, parce que quand vous estimez qu'il y a tricherie, quand vous, avec des deniers publics, vous autorisez qu'on aille faire des tests de contre-expertise IRM, et que dans les 3 qui sont tombés dans ce test-là, on rappelle que 2 ont eu l'autorisation de voyager dans cette équipe-là. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le travail que vous avez fait n'a pas été bien suivi. Et donc, ça veut dire que votre responsabilité est engagée. Quoi qu'on puisse en dire, la responsabilité du ministère des Sports est forcément engagée. Et donc, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures pour le moment. On attend de voir la fin du éliminatoire CAN 2019, zone Afrique d'Est. La CAN, donc ça se joue sur le continent depuis la journée de samedi. Ça s'est effectivement animé sur les stades en Afrique. On fait le point donc des différentes confrontations avec vous. Rapidement, pêle-mêle, on va y aller. Comores, Cameroun, un but partout. L'équipe qui accueille donc la CAN a eu des difficultés à se défaire des Comores. Seychelles, battu à domicile, 0-3 par le Nigeria. Togo-Bénin, 0 but partout à Lomé, un match qui a intéressé tous les Béninois et aussi les Togolais. Congo, Zimbabwe, un but partout. Libéria, RDC, 0 but partout. Rwanda, Côte d'Ivoire, le Rwanda a été surpris à domicile par les Ivoiriens, 2 buts contre 1. Guinée, la Guinée a battu donc la République centrafricaine 1-0. L'Éthiopie a dominé la Sierra Leone, 1 contre 0. Le Kenya est venu à bout, surprise générale du Ghana, 1-0. Le Lesotho et le Cap-Vert se sont départagés, 1 but partout. Match nul donc. L'Ouganda, Tanzanie, 0 but partout. Angola, Botswana, 1-0 pour les Angolais. Afrique du Sud, Libye, 0 but partout. Namibie, Zambie, 1 but partout. Swaziland, Tunisie, 0 et 2 pour les Tunisiens qui sont donc allés gagner au Swaziland. Le Gabon et le Burundi se sont séparés, 1 but partout. Guinée équatoriale a battu le Soudan, 1-0. Le Mozambique et la Guinée-Bissau se sont séparés à 2-2, 2 buts partout. Gambie-Algérie, 1 but partout. Mauritanie, Burkina Faso, les Moabitoun ont battu les Burkinabés, 2-0. L'Égypte a étrié pour le gros carton de cette journée-là, 6-0 face au Niger, avec notamment un doublé de Mohamed Salah. Le Maroc a dominé le Malawi largement, 3-0. Madagascar, Sénégal, un match qui nous a intéressé, 2 buts partout à la surprise générale également. Et puis le Soudan du Sud a été dominé à Djouba, 0-3 face aux Aigles du Mali. Eh bien, Johannes, avec ces résultats, on a tendance à croire que le football sur le continent est en train donc de s'inverser. Mauritanie qui bat le Burkina Faso, le Sénégal tenu en échec par une entreprenante équipe de Madagascar. Et puis le Comore qui également tient. Le Cameroun, un but partout, c'est quand même du sérieux sur le continent. Donc peut-être la CAN prévoit des rencontres alléchantes. Tout à fait, et des surprises aussi. Merci donc à vous, Johannes Toanou. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.